On va parler d'ubérisation et donc je vais commencer par vous parler un peu d'Uber. Donc on va pas tout de suite parler de mode, mais un petit sondage, qui a déjà utilisé Uber ou quelque chose de similaire dans la salle et qui a trouvé que c'était bien. Bon, voilà. Donc il y a un paradoxe qui est que du point de vue de l'utilisateur, on trouve ça super, Uber, il n'y a pas de doute, on trouve que c'est vachement mieux que les taxis. Et puis quand on se place plutôt d'un point de vue d'opérateur économique, on se dit ça pose quand même plein de questions et pas que des choses réjouissantes. Alors je voulais revenir sur ce que c'était que Uber. Uber d'abord c'est une boîte dont les chiffres sont hyper impressionnants. C'est une boîte très très jeune, elle a été fondée en 2009 et aujourd'hui elle est valorisée à quasiment 60 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme, c'est par exemple plus que la valorisation de L'Oréal. Elle occupe déjà une place absolument considérable dans nos vies. Moi, j'habite à Paris, j'utilise très très régulièrement Uber, quasiment toutes les semaines. Il y a 1 million de conducteurs sur la plateforme Uber et ils ont déjà réalisé plus de 2 milliards de trajets. En fait, ça, c'était un chiffre de la fin de l'année dernière. Ils en sont déjà à 3 milliards parce qu'ils ont une croissance complètement exponentielle, quoi. Et puis, Uber, c'est un concept hyper simple. Et c'est la raison pour laquelle ça marche bien. Pour un utilisateur qui veut se déplacer, c'est simple. J'ouvre mon appli, je rentre ma destination, j'appuie sur un bouton, et comme par magie, il y a une voiture qui arrive et qui m'emporte là où je veux aller. Et l'expérience est bien, elle est sans couture, tout se passe bien. Et puis de l'autre côté aussi, c'est la partie qu'on voit un peu moins, c'est que Uber c'est aussi un service pour des conducteurs, pour des gens qui ont une voiture et qui souhaitent transporter des passagers. Et pour eux aussi, le service est hyper simple. Il suffit qu'ils ouvrent leur appli, on leur propose d'aller chercher des gens et il suffit qu'ils aillent les chercher pour les transporter et gagner de l'argent. Alors, du coup, l'ubérisation c'est quoi? Mon point, ma théorie, c'est de dire que c'est pas sorcier, c'est pas un truc très compliqué. On a l'impression que Uber a inventé quelque chose de complètement révolutionnaire. En fait, tout ce qu'ils ont fait, sur le papier, c'est simple, c'est de mieux répondre à un besoin, transporter les gens d'un point A à un point B dans les villes, mais en le faisant un petit peu mieux que les autres, quitte à réaliser ça de façon complètement différente. Mais de mon point de vue, c'est juste une amélioration de ce qui existait avant, qui était le système de taxi tel qu'on connaissait, quoi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Uber, comment ça a été créé, mais c'est tout simple. C'est les deux fondateurs qui se baladaient à Paris, justement, et il était un peu tard. Ils étaient pendant une grosse conférence qui a lieu tous les ans à Paris, et ils voulaient rentrer à leur hôtel, ils ont cherché un taxi, et ils ont halluciné de voir que c'était hyper compliqué de trouver un taxi. Ils sont rentrés à San Francisco en se disant mais en fait on a un peu le même problème à San Francisco, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre ce problème? Et en fait, le cas du transport en ville par taxi, c'est un cas assez typique de ce qu'on appelle composant un triangle d'incompatibilité, c'est-à-dire un service où c'est difficile d'avoir à la fois un prix correct, une bonne fiabilité et puis une bonne expérience. Si vous regardez le taxi, avant qu'arrive Uber, si vous vouliez par exemple avoir une bonne expérience et une bonne fiabilité, il fallait par exemple que vous commandiez au téléphone pour être sûr que le taxi allait arriver à l'heure que vous vouliez, mais du coup ça coûte cher parce que la réservation c'est généralement payant et puis le temps que le taxi arrive jusqu'à vous, généralement, ça vous est décompté. Se dire, on va résoudre tous les petits tracas qui font que parfois on est tenté de même pas utiliser le taxi ou on n'arrive pas à l'utiliser. Et donc c'est ça qu'ils ont fait, c'est pas plus compliqué que ça. Ils ont regardé l'expérience du taxi et ils ont essayé de gommer tout ce qu'on appelle les points de friction, les trucs qui fonctionnent pas bien dans l'expérience des clients. Et ça, c'est pas plus compliqué, et ça c'est vraiment de l'artisanat en fait. C'est pas à pas, point par point, détail par détail, j'essaie d'améliorer les choses en utilisant des solutions nouvelles. Donc voilà, c'est une forme d'artisanat,
c'est un souci extrêmement pointu, extrêmement avancé de la satisfaction client, c'est un sens de l'hospitalité, et je pense que ça, c'est des choses qui ne sont pas sorcières, notamment pour des entreprises du monde de la mode. Ça vous parle forcément quand on vous parle d'expérience client, de qualité de service, et donc mon avis, c'est que s'il y a bien des acteurs qui sont bien positionnés pour trouver eux-mêmes les moyens de s'ubériser, c'est les acteurs de la mode. Et puis, ce qui caractérise Uber aussi, c'est que c'est une boîte qui voit très loin et qui n'a pas peur d'être extrêmement ambitieuse. Donc, contrairement à des entreprises classiques qui se disent, par exemple, je vais me lancer en France, et puis si j'arrive à me lancer en France, ce sera déjà pas mal. Et puis si j'arrive à m'occuper du transport en ville, ce sera déjà un exploit. Eux, ils sont tout le temps en train de se projeter dans un avenir où ils vont faire des choses encore plus énormes. Ils ont déjà changé 3 fois de ce qu'on appelle le mission statement. Donc leur espèce de mission ultime qui vise aujourd'hui pour demain. Donc au départ, par exemple, c'était un chauffeur pour tous. Donc ça, ils ont réussi à l'atteindre, qui conçoit, dans les grandes villes, on peut accéder à un chauffeur, et c'est de moins en moins cher, c'est même moins cher que les taxis. Alors du coup, une fois que c'était fait, ils se sont dit, il faut qu'on ait une ambition plus grande. Et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, et c'est leur mission statement qui date de 2014, c'est le transport aussi fiable que l'eau courante. Et là, il n'y a plus l'idée de chauffeur, et il n'y a plus non plus l'idée de seulement transporter des gens. On peut transporter n'importe quoi. Et donc c'est ça qu'ils sont en train de construire. Ils sont partis d'un service qui remplaçait les taxis, et en ce moment ils sont en train de construire un service qui, par exemple, transporte de la nourriture ou transporte des colis que vous voudriez transporter. Donc ça devient une entreprise de logistique. Et puis en 2017, ils ont encore changé de mission statement parce qu'ils se sont rendus compte que ça, ils n'étaient pas loin de l'atteindre. Donc encore une fois, soyons super ambitieux et projetons-nous dans quelque chose d'encore plus fort pour l'avenir. Et maintenant, leur mission statement, c'est de déplacer des atomes et de l'information. Donc tout ce qu'on peut déplacer, demain, c'est nous qui le ferons. Donc en fait, ils sont en train de devenir le système de transport universel de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc voilà, c'est ça Uber. Et ils s'appuient sur ce que chez Bernard on appelle les 4 super pouvoirs. Donc c'est beaucoup de choses qui sont permises par le numérique. C'est pas forcément que des choses obligatoirement qui ont recours à du numérique, mais le numérique a remis ses principes de business sur le devant de la scène. Le premier, c'est le magnétisme. C'est l'idée de dire, je peux, grâce à certains moyens, réussir à capter des petits bouts de valeur qui existent dans le monde. Par exemple, du temps disponible des gens. C'est ce que fait Uber quand ils arrivent à capter des chauffeurs et à utiliser leur temps disponible pour transporter des gens, et puis en plus les chauffeurs sont contents parce qu'ils sont payés. C'est aussi la disponibilité des voitures. Vous savez qu'un des gros problèmes auxquels plein de scientifiques essaient de s'appeler, c'est que 98%, les voitures sont vides 98% du temps. La plupart du temps, une voiture, elle dort dans un garage, et même quand vous l'utilisez, généralement, il y a 1 ou 2 personnes dans la voiture, alors qu'on pourrait transporter 5 personnes. Donc il y a une capacité complètement sous-exploitée de la voiture. Et Uber, c'est un système qui utilise de façon beaucoup plus optimisée la capacité de la voiture, donc qui est capable en fait de transformer de la disponibilité d'une voiture en argent, en richesse, en valeur. Et ça, c'est le magnétisme. La deuxième chose, c'est que c'est une entreprise temps réel. Donc c'est une entreprise qui est capable en permanence d'adapter ses services, d'adapter son fonctionnement à la demande, au marché, etc. Et donc on va le voir plus tard, mais par exemple, ils sont capables d'ajuster leur prix en fonction des variations de l'offre et de la demande pour être sûr qu'à n'importe quel moment, vous allez trouver un chauffeur facilement qui t'a payé un petit peu plus cher. Le troisième super pouvoir, c'est l'infinité. C'est la capacité qu'a Uber à s'étendre extrêmement vite sans que ça lui coûte beaucoup plus cher. Et intuitivement, c'est assez logique. Plus on numérise de choses, plus on utilise de numérique, plus c'est facile de s'étendre.
si vous vendez des chaussures, la problématique qui se pose, c'est que si vous voulez un client supplémentaire, il va falloir produire une chaussure supplémentaire. Si vous êtes Uber, si vous voulez vendre un trajet supplémentaire, en fait, le système est déjà là, et donc ça coûte quasiment rien, en fait, de vendre un système supplémentaire, parce que l'appli est déjà là, il y a déjà des chauffeurs qui tournent en permanence dans la ville, donc c'est très coûteux. Et la dernière chose, c'est l'intimité, donc c'est la capacité qu'a l'entreprise à répondre de façon extrêmement personnalisée aux attentes des utilisateurs. Et ça encore, c'est extrêmement fort. Voilà, donc le magnétisme, c'est le fait que Uber réussit à remplir de la façon la plus optimale possible des voitures qui circulent dans la ville. Le côté temps réel, c'est la capacité qu'a Uber à optimiser les prix en temps réel. Et en fait, ce qu'ils arrivent aussi très très bien à faire, on verra après, en fait, je vais arriver là, c'est à faire en sorte que ce soit de moins en moins cher pour eux. Plus il y a de chauffeurs qui circulent dans la ville, plus il y a d'utilisateurs d'Uber, moins c'est cher. Et ça, c'est extrêmement intéressant évidemment quand on est une entreprise, parce que ça veut dire que voilà, plus vous êtes client, plus vous êtes rentable. Voilà. Et pourquoi ils arrivent à faire ça? Parce qu'ils ont réussi à automatiser une grande partie du process qui permet de créer l'expérience client de Uber. Tout ce qui est commande, réservation, etc., c'est fait à travers l'appli, donc c'est complètement automatisé. Tout ce qui est paiement, c'est complètement automatisé. À votre inscription sur Uber, vous rentrez vos coordonnées bancaires. En fait, vous n'avez même pas besoin d'entrer vos coordonnées bancaires, vous prenez juste une photo de votre carte bleue, et après, c'est rentré dans l'appli. Vous n'avez plus jamais besoin de vous soucier du paiement, ça vous est débité automatiquement. Et puis, un service client qui est automatisé au maximum. Et ça fait que G7, par exemple, ils ont 8000 chauffeurs seulement dans Paris, et pour gérer en fait la flotte de chauffeurs, ils ont 270 opérateurs. Vous avez une personne au téléphone pour 30 chauffeurs, qui est chargé au téléphone de gérer les courses de 30 chauffeurs. Alors que Uber, ils ont 1 million de chauffeurs et ils ont moins de 100 opérateurs. Donc on voit la puissance du modèle, l'efficacité du modèle. Et alors, une note peut-être un peu moins légère, c'est que, évidemment, ce qu'ils ont règle, c'est ça, c'est la partie grise, c'est le trajet, qui lui n'est pas encore automatisé. C'est encore des vrais gens qui conduisent des vraies voitures, qui peuvent tomber en panne, etc. Mais la vision de Uber, je ne sais pas si vous avez vu récemment dans la presse, c'est justement d'automatiser cette partie-là. Et c'est la raison pour laquelle ils investissent énormément dans la voiture sans conducteur. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, ça existe. Google, par exemple, fait circuler des voitures qui n'ont pas de conducteur dans San Francisco depuis 4 ou 5 ans, et les voitures n'ont quasiment pas d'accident. Donc Uber se dit, ça va arriver, et donc finalement, on va réussir à créer un système de transport totalement automatisé, et là, ça devient extrêmement puissant, évidemment, puisque il n'y a pas le coût du chauffeur. On peut s'interroger sur les conséquences sociétales, et je serais ravi d'en débattre avec vous après. Donc voilà. Donc en gros, ils ont réussi à créer un modèle qui est à la fois super intéressant pour nous, parce que c'est pas cher, c'est hyper efficace, ça change de vie, et en même temps, qui, du point de vue de la construction du modèle de l'entreprise, est extrêmement ingénieux, parce qu'il est plus efficace que ce que réussissent à faire toutes les entreprises de transport du monde, quelles qu'elles soient. Alors pour la mode, en fait, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que des ubérisations dans la mode, il y en a déjà eu. Et l'ubérisation, c'est pas forcément l'idée d'utiliser du numérique ou de la technologie. C'est simplement l'idée de se dire, ok, comment est-ce qu'on pourrait mieux répondre aux attentes de nos consommateurs en transformant certains points de leur expérience ou en inventant des façons de répondre à leurs attentes qui sont plus efficaces. Et donc, des grandes ubérisations dans la mode, il y en a eu par exemple dans les années 50, quand on est passé de la couture, du sur-mesure au prêt-à-porter. Après, dans les années 80-90, quand on est passé à la fast fashion, donc une mode avec des cycles de création et des cycles de production beaucoup plus courts. Il y a eu, dans les années 2000, et on va en reparler, une tendance de fond qui a aussi changé complètement l'approche qu'on a de la mode, qui est
la capacité de découvrir de la mode en ligne et de la vendre et de l'acheter en ligne, la question qui se pose maintenant, c'est où est-ce que ça va aller? Et est-ce qu'il va y avoir des entreprises qui, comme Uber dans le domaine des transports, vont réussir à imposer un modèle complètement nouveau? Si on regarde les cas de pouvoir, les cas de super pouvoir dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le monde de la mode? Par exemple, le magnétisme. Donc, je rappelle, c'est la capacité à aller agréger des petits bouts de valeur qui existent déjà dans le monde, mais qui ne sont pas exploités. Première chose à laquelle s'intéressent énormément d'entreprises de la tech, c'est le fait que vos vêtements, ils dorment la plupart du temps dans vos penderies. Donc il y a une valeur complètement inexploitée, qui est juste que les vêtements qui sont dans ma penderie, je ne les utilise pas, personne ne les utilise. Tant qu'ils sont dans ma penderie, ils ont de valeur pour personne. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver un système qui permette à d'autres d'utiliser les vêtements que je ne porte pas sur moi? Parce que je ne peux pas porter tous les vêtements de ma penderie. Autre chose, se dire, pourquoi est-ce qu'on se limite à quelques grands créateurs dans le monde, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas considérer finalement que tout le monde, ou une plus grande part, une plus grande frange de la population, peut être un créateur, peut avoir quelque chose d'intéressant à proposer à des consommateurs, et on voit bien qu'il y a de plus en plus d'outils qui permettent à des créateurs, y compris des petits créateurs, de se faire connaître, de lancer une production, de trouver des moyens, de se promouvoir et de se vendre. L'entreprise de temps réel, donc l'idée d'adapter en permanence l'offre et la demande. Pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas, et là encore, il y a énormément d'acteurs qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'il y a des saisons dans la mode, alors que ce dont on aurait envie, c'est d'une mode qui s'adapte en permanence à nos besoins, à nos envies, etc. L'infinité. Viser un profit de 100% et viser une efficacité maximale de l'entreprise. Pourquoi pas automatiser complètement le fonctionnement d'une usine ou d'un entrepôt pour pouvoir livrer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement des vêtements. Pourquoi ne pas permettre aux consommateurs eux-mêmes de piloter à distance un organe de production pour produire, quand ils en ont envie, ce dont ils ont envie et se le faire livrer automatiquement. Voilà. Bon, ça, c'est des idées comme ça. L'intimité, donc le fait de pouvoir répondre de façon extrêmement personnalisée aux attentes des clients, voilà, on rêve d'une mode qui s'adapte parfaitement, par exemple, à notre morphologie. Pourquoi est-ce qu'on nous impose des tailles qui vont à peu près à tout le monde, mais pas parfaitement à chacun? Pourquoi est-ce que demain, on n'aurait pas finalement des vêtements qui sont parfaitement adaptés à nous, et même qui évoluent dans le temps pour suivre l'évolution de notre morphologie? Alors, quelques exemples, en fait, d'entreprises qui, pour moi, incarnent déjà une première forme d'ubérisation de la mode. Le premier, c'est toutes ces plateformes de partage de photos. Donc là, c'est une capture d'écran d'Instagram, mais on pourrait aussi parler de Pinterest. Ça a l'air de rien, mais ça change complètement la façon qu'on a d'appréhender la mode. D'abord parce qu'on découvre beaucoup plus de choses. Il y a encore 10 ou 20 ans, qu'est-ce que j'avais comme choix pour découvrir de la mode? Soit j'achetais des magazines, des forces de recommandation extrêmement fortes, mais d'abord qui coûtent de l'argent, qui sont réservées en fait à une certaine population. Soit j'allais me balader en ville, mais le spectre de ce que je pouvais acheter était limité à ce qu'il y a en ville de disponible. Aujourd'hui, je me balade sur Pinterest, je découvre tous les jours des nouvelles marques, des nouveaux créateurs, des produits dont je n'avais jamais entendu parler, et je retrouve très très vite d'où ça vient, où je peux l'acheter. Donc j'ai un spectre extrêmement large. Ce que cette explosion aussi de l'image a fait, c'est qu'on a envie de pouvoir accéder à ce qu'on voit très 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 vite. Et donc il y a une tendance dont on parle énormément et qui fait énormément débat en ce moment, c'est justement ce qu'on appelle le see now, buy now. Donc la capacité en fait à acheter tout de suite
ce qu'on a vu par exemple sur des défilés ou ce qu'on a vu sur Instagram. Et alors donc, il y a un débat aujourd'hui dans la mode, et j'entendais des gens, j'étais au festival de hier, j'ai eu la chance d'y aller cette année, et j'ai entendu beaucoup de gens au festival de hier dire, et le See Now Buy Now, ça remet complètement en cause la façon dont fonctionne la mode, ça nous empêche, en quelque sorte, le fait qu'il y ait des cycles dans la mode préserve notre création, et donc ce principe de See Now Buy Now peut-être va nous rendre moins créatifs, va nous laisser moins de liberté. Mais si on se place du point de vue de l'utilisateur, c'est pas une question. C'est clair, c'est évident, c'est absolument incontestable que j'ai envie d'accéder le plus vite possible à ce que je vois en ligne. Donc maintenant la question, c'est comment est-ce que les acteurs de la mode répondent à ça intelligemment et de façon efficace. Deuxième grande révolution et grande ubérisation de la mode, c'est évidemment l'apparition de plateformes qui jouent un rôle de plus en plus grand dans les choix qu'on fait de vêtements, dans les achats qu'on fait. Donc, par exemple, une plateforme comme Net-à-Porter, qui est à la fois une plateforme d'e-commerce mais qui est aussi un magazine, ça change tout en fait dans le rapport qu'on a à la mode. Parce que finalement, c'est un magasin où on a une quantité absolument considérable de produits. On a un choix considérable de produits, c'est plus grand que dans les grands magasins. Et puis c'est aussi une plateforme qui, parce qu'elle est capable d'agréger différents produits de différentes marques, peut nous proposer par exemple des looks multimarques. Ben ça, en fait, c'est assez nouveau, quoi. Si on y pense. À part, encore une fois, dans les magazines. Et puis, en parlant de magazines, il y a un groupe qui s'intéresse énormément à la vente de produits de mode, c'est le groupe Condé Nast. C'est Vogue, par exemple, qui va lancer bientôt Style.com. Donc, on voit bien que ces médias, qui ont un rôle extrêmement important dans la façon dont on approche la mode, dans la façon dont on modèle nos goûts, ont une influence de plus en plus grande sur ce qu'on achète au final. Autre exemple, c'est l'idée du panier universel. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un exemple tiré d'une boîte qui s'appelle Lyst. Lyst, c'est une entreprise qui existe depuis pas très longtemps. Ils faisaient en 2014 à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'était déjà pas mal. Ils agrègent en fait les articles de plein de marques sur leur site. Donc sur le site, vous retrouvez en fait des millions et des millions de références. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 10 000 marques, donc c'est vraiment énorme. Le principe au départ, c'était de vous permettre de choisir des vêtements, et puis ensuite quand vous vouliez les acheter, ça vous renvoyait en fait sur le site de la marque pour acheter le vêtement. Ils se sont rendus compte que là, il y avait un point de friction justement, que voilà, j'étais dans l'univers de Lyst, je me choisis mes vêtements, je les range dans mon compte, etc. Et puis, au moment où je veux payer, en fait, je suis envoyé sur un autre site, il va falloir que je me recrée un compte, etc. C'est pas pratique. Donc, on perd des clients, il y a un manque à gagner. Et du coup, ils se sont dit, mais en fait, il faut que les clients, on les garde sur le site jusqu'au bout, et donc qu'ils puissent acheter n'importe quoi provenant de n'importe quelle boutique en ligne, directement sur notre site. Et donc, ils ont inventé ce concept de panier universel. Et donc, en fait, c'est une espèce de solution technologique qui me permet de me faire un panier directement sur Lyst et sans sortir du site, d'acheter tout ce que je veux auprès de toutes les marques. Donc, ensuite, c'est Lyst qui s'occupe de repayer aux différentes marques le prix des vêtements que j'ai achetés. Voilà. Alors ça, vous voyez bien que c'est vraiment un exemple d'ubérisation parce que du coup, c'est Lyst qui a la main sur l'expérience du client, c'est lui qui est l'interface avec le client, et jusqu'à l'achat, et même jusqu'à un truc qui devient de plus en plus important dans cette économie, qui est ses coordonnées bancaires, quoi, qui ne sont pas transférées aux marques. Et en même temps, ce que le fondateur explique, ce que le fondateur de Lyst explique, c'est que énormément de marques ont décidé de le suivre. Il y a très très peu de marques qui se sont dit « Ouh, attention, ça représente une menace, c'est une forme d'ubérisation, je préfère
continuer à vendre tout seul. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dit ça? Simplement parce que le list est déjà très puissant et leur permet déjà d'écouler beaucoup plus de produits que ce qu'ils faisaient avant. Un autre exemple d'ubérisation extrêmement intéressant, c'est Farfetch. Farfetch, du point de vue du client, ça ressemble à une boutique en ligne tout à fait normale. Je trouve plein de produits, ils sont bien présentés, etc. Il y a différentes marques, c'est très bien. En fait, dans son fonctionnement, c'est complètement différent parce que Farfetch, en fait, c'est simplement une plateforme, c'est une place de marché, c'est une marketplace, c'est une plateforme qui permet à des petites boutiques partout dans le monde d'exposer sur Farfetch leur stock, les produits qu'elles ont en magasin. Et donc, en fait, en tant que client, quand j'achète un produit sur Farfetch, ce qui se passe après, c'est que c'est la boutique auprès de laquelle j'ai acheté mon produit qui prépare mon petit colis et qui m'envoie mon produit. Ce que ça change complètement, c'est que cette boîte-là, du coup, Farfetch, elle vend, mais elle achète aucun produit. Et ça, c'est complètement nouveau dans la chaîne de la mode. Généralement, avant de vendre, quand vous êtes une boutique, avant de vendre un produit, vous avez pris le risque de l'acheter, vous avez pris le risque de ne pas le vendre. Vous avez fait votre mix au début de la saison, vous vous êtes dit, je fais le pari que je vais réussir à vendre X pulls comme ça, X chaussures comme ça, et à la fin de la saison, si vous avez fait un mauvais pari, ça vous reste sur les bras, et c'est de l'argent en moins que vous avez sorti de votre poche. Là, eux, ils ne prennent pas du tout ce risque. Ils s'appuient sur le risque pris par les boutiques, et ils font leur beurre par-dessus. Autre exemple d'ubérisation hyper intéressant, c'est WeChat. Je ne sais pas si vous connaissez cette application. C'est une des applications les plus utilisées en Chine. Elle a plus de 500 millions d'utilisateurs, donc c'est tout à fait comparable aux chiffres, par exemple, de Facebook Messenger, que vous utilisez probablement beaucoup plus régulièrement. Donc c'est un équivalent, en fait, de Facebook Messenger, de Facebook, de Twitter, d'Amazon. Ça mélange plein de trucs. Et c'est vraiment le réseau utilisé par tous les Chinois pour communiquer entre eux, mais aussi pour interagir avec des marques et pour acheter des produits en ligne. Et là, l'exemple que je mets, c'est celui de Dior. Ils ont sorti un sac en édition limitée qu'ils ont exclusivement vendu sur WeChat, il s'est vendu hyper vite. Mais ce que je trouve intéressant, au-delà du coup de com' qu'ils ont réussi à faire, c'est que finalement, ces applications qui sont extrêmement ancrées dans notre vie courante, je pense que WeChat, ça occupe peut-être 1 heure par jour de ses utilisateurs. Ces applications deviennent un point d'entrée extrêmement important pour entrer en contact avec les clients. Et encore une fois, du coup, plutôt que d'être vous-même directement en contact avec votre clientèle, vous devez passer par un intermédiaire qui est WeChat et qui contrôle vos paiements, qui contrôle les interactions que vous avez avec les marques, etc. Autre exemple que je trouve intéressant de forme d'ubérisation, c'est ce qu'on appelle le direct to consumer. Donc ces marques qui essaient d'intégrer au maximum la chaîne de création, de production et de vente pour proposer des produits de bonne qualité au meilleur prix, parce que traditionnellement dans des chaînes de valeur ou très morcelées, où vous avez un acteur qui fait une partie, un acteur qui fait une autre, un acteur qui fait encore une autre, chaque acteur à chaque étape prend une marge. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, vous avez un produit qui coûte un peu d'argent, même si au départ, ça ne coûtait pas forcément super cher à produire. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, il y a un unique acteur qui s'occupe de tout, et donc il réduit les marges et il propose à la fin un produit moins cher. Ça, finalement, c'est un modèle complètement nouveau, et encore une fois, le numérique, en fait, permet de faire ça, parce qu'il permet à la fois à la marque de trouver facilement des gens pour produire ce qu'elle a envie de produire, et puis surtout, il lui permet facilement, et c'est pour ça que ça s'appelle Direct to Consumer, il lui permet facilement de trouver des clients sans forcément avoir à passer par des distributeurs. Grâce à Internet, même si je suis petit, je peux réussir à trouver ma clientèle. Et je vais lui vendre directement mes produits, donc forcément, je vais plus faire de marge. Autre exemple d'ubérisation, c'est la production à la demande. Alors ça, c'est une tendance de plus en plus profonde. On a envie, en fait,
de pouvoir accéder à des produits qui sont complètement personnalisés, de pouvoir se créer soi-même le produit dont on rêve, et puis qui soit produit du coup spécialement pour soi. Alors ça, c'est simple, dans le passé c'était possible, c'était de la très haute mesure, c'était de la commande spéciale, c'était un truc de riche. La différence aujourd'hui, c'est que c'est permis à des gens moins riches parce que grâce au numérique, on peut optimiser toute cette chaîne de création, de production, etc. Donc vous avez par exemple des entreprises comme Gemio qui vous vendent des bijoux complètement personnalisables et c'est pas plus cher qu'un bijoutier lambda. Autre exemple intéressant, c'est celui de Gustin, qui est une marque de jeans aux États-Unis, qui plutôt que de faire comme d'habitude, c'est-à-dire voilà, de créer, ensuite de produire un certain nombre de pièces, et puis d'espérer que ce nombre de pièces, on va réussir à l'écouler. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des propositions en fait de modèles directement aux internautes, et ils demandent aux internautes de dire si ce modèle, ils seraient prêts à l'acheter, et ne déclenchent une production que quand ils ont un certain nombre d'internautes qui se sont engagés à acheter le modèle. Donc on inverse complètement la logique. On ne produit que quand on est sûr de vendre. Et ça aussi, c'est complètement nouveau en fait. Alors, malgré tout, on n'est pas encore dans une situation où on se dit il y a un acteur comme Uber qu'on voit venir gros comme une maison et qui est en train de complètement renverser le marché, renverser la logique, devenir l'interface unique avec les clients. Donc, les exemples que je vous ai donnés, ils s'attaquent à des petits bouts de l'expérience client ou à des petits dysfonctionnements de la chaîne, de l'industrie de la mode. Mais ce qui manque peut-être par rapport à Uber, c'est une approche plus globale, un acteur qui réussirait en fait à pas seulement s'attaquer à différents points, mais à s'attaquer à tous les points en même temps et à proposer vraiment quelque chose de complètement nouveau et complètement intégré. Et notamment, si vous regardez bien, les exemples que je vous ai donnés, ils ont une grande faiblesse. C'est qu'ils transforment surtout les expériences qu'on a en ligne. Mais il y a encore une énorme partie de notre expérience de la mode qui se déroule encore dans des boutiques en physique. Et il n'y a pas vraiment de marques, d'acteurs technologiques qui ont réussi en fait à bien mélanger des points d'entrée physiques et des points d'entrée numériques. Et là-dessus, ça peut être un peu rassurant pour des entreprises de la mode, mais en fait le problème il est le même pour les entreprises tech et pour les entreprises mode. Les entreprises mode, elles partent du physique très souvent, et elles ont du mal à réintégrer les canaux numériques dans une expérience qui soit cohérente. Mais les entreprises tech, elles ont aussi énormément de mal à revenir sur des canaux physiques. Donc voilà. Et donc qu'est-ce qui nous manque en fait pour penser réellement un Uber de la mode? Moi ce que je pense c'est que ce qui nous manque c'est des lunettes différentes. On a trop tendance à partir de la réalité telle qu'elle existe et ça nous empêche en fait de penser en rupture, de se demander comment est-ce que réellement, en faisant complètement différemment, je peux réussir à répondre de la même façon à des besoins des clients. Et donc la première chose, c'est oublier tous ces mots qui sont la base de votre quotidien et qui vous empêchent de penser, en fait. Qui vous empêchent de sortir du cadre. Pourquoi penser boutique? Pas forcément besoin de penser boutique pour vendre des choses à des gens. Pourquoi penser vendre? Il n'y a pas forcément besoin de vendre des choses à des gens pour qu'ils accèdent à des vêtements. Moi, quand mon meilleur ami me donne un pull qu'il n'utilise plus, c'est mon expérience de mode, et c'est une expérience de mode extrêmement intéressante. Et ne pas oublier en fait que probablement ce qui a empêché pendant toutes ces années des acteurs de disrupter l'industrie du taxi, c'est justement ce mot taxi. Ce que Uber a réussi à faire, c'est justement à oublier qu'il y avait des taxis et à inventer un truc nouveau qui ressemble, maintenant qu'on y pense, à du taxi. C'est pas du taxi quoi. Et donc je voulais arriver à cet exemple qui pour moi est un exemple peut-être d'ubérisation un peu aboutie. Parce qu'il renverse complètement les règles et il renverse de façon assez globale
l'expérience qu'on a de la mode. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle Rent the Runway, ça n'existe pas encore en France. C'est une entreprise qui vous permet de louer des vêtements plutôt que de les acheter. Alors ça change tout, parce que on voit bien que l'industrie de la mode est fondée sur le principe de se dire on produit des vêtements, on les expose en boutique, il y a des gens qui les achètent et ensuite ils les mettent dans leur placard. Et là, en fait, ce qu'elle propose, c'est de dire c'est nous qui achetons les vêtements et on vous propose un super système, hyper efficace, hyper pratique, pour louer tous les vêtements que vous voulez, comme vous voulez, selon vos envies. Ils sont partis d'un cas d'usage assez particulier, qui est celui de la robe de soirée. Donc l'idée de départ, c'est de dire, je suis invité à un anniversaire, je suis invité à un mariage, plutôt que d'aller acheter une robe à 5 000 euros, de toute façon, j'ai pas les moyens, que je laisserai ensuite dans mon placard pour une éternité. Je vais plutôt louer pour une soirée une robe à 200 euros, mais elle vaut 5 000 euros. Et puis je la rendrai demain. Et il y a un super système par la poste, hyper bien fait, qui fait que c'est très facile pour moi de rendre la robe. Derrière, du coup, le fonctionnement de l'entreprise, il n'a rien à voir avec le fonctionnement classique de la chaîne de la mode, puisque en fait c'est une entreprise essentiellement technologique dont le métier c'est de savoir gérer un stock de vêtements et d'optimiser la façon dont un vêtement va aller chez un tel, revenir au stock, repartir le plus rapidement possible chez une autre personne. Entre-temps, il aura fallu évidemment le nettoyer, le réparer s'il y a eu besoin. Et donc en fait c'est une entreprise de logistique en réalité. Et donc ça pose évidemment plein de questions dans la façon dont fonctionne la mode, parce que d'abord, pour moi, en tant que consommateur, plutôt que d'avoir, je sais pas, 10 pulls dans mon placard, en fait, je peux en utiliser 500 dans ma vie. Du point de vue des marques, ça veut dire que plutôt que de vendre 10 000 pulls à 10 000 personnes différentes, bah, je vais peut-être vendre seulement 100 pulls à Rent the Runway, qui lui, en fait, va le dispatcher à 10 000 personnes différentes. Mais il n'y aura eu que 100 pulls achetés. Et puis, ils sont en train de construire un truc sur lequel ils expérimentent beaucoup, ils n'y arrivent pas encore tout à fait, mais qui est une formule d'abonnement. En fait, donc, ils ont lancé pour 140 $ par mois une formule d'abonnement. J'ai le droit à 3 articles en permanence. Je peux les garder autant de temps que je veux. Et si je veux changer mes articles, je les renvoie et je rechoisis un nouvel article. Question ? Non, je voulais juste te dire qu'il y a une jeune entreprise française qui est exactement sur ce modèle, qui est la bibliothèque. Ouais. Je porte d'ailleurs aujourd'hui un de leurs vêtements. Ils viennent de mettre en place l'abonnement à 149 € par mois, où on peut effectivement avoir 3 vêtements, les garder autant qu'on veut. Sur Paris, c'est un coursier qui vous l'amène, qui ramène en permanence. Les Galeries Lafayette ont passé un accord avec elle. En fait, ce sont 3 sœurs qui ont étudié, et en plus, leur qualité, c'est que le choix des créateurs est vraiment très sympa. Donc voilà, la robe que j'ai, je me suis fait porter chez moi samedi dernier avec 2 autres vêtements. Lundi, je vais leur dire, voilà, venez les rechercher au bureau, je reprends ça, et voilà. Donc voilà, ça mérite de le dire que même en France, on en a. Voilà, donc ça, c'est complètement révolutionnaire. Et le jour, en fait, ce qui bloque la diffusion à plus grande échelle du modèle, c'est que il est difficile à rentabiliser pour le moment. Ça coûte encore relativement cher pour les clients parce que derrière, il y a un système logistique hyper complexe. Quand je livre même à Paris des vêtements, forcément, ça me coûte en tant qu'entreprise. Et donc, c'est le même problème que ce dont je vous parlais tout à l'heure avec Uber. La seule façon possible de rendre ce modèle de moins en moins cher, de plus en plus accessible, c'est d'avoir de plus en plus de clients. Parce qu'évidemment, ce système logistique qui coûte extrêmement cher à Rent the Runway, plus il est utilisé par du monde, plus il est efficace. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est de s'interroger sur ce qui fait vraiment, de repartir en fait de ce qu'on appelle la valeur d'usage de la mode, donc de dire quelle fonction ça remplit et de voir comment est-ce qu'on pourrait les remplir différemment. Par exemple, comme le fait Rent the Runway, en disant bah, finalement j'ai envie de m'habiller, c'est pas pour autant que je suis obligé d'acheter des choses, je peux très bien les deux.
Donc, moi je vois 3 fonctions principales, peut-être que vous en voyez d'autres. Et c'est là où ça sera intéressant de discuter. La première, c'est une fonction fonctionnelle, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être protégé contre les intempéries, j'ai besoin d'avoir chaud, etc. Ça m'aide à pas me salir. Et donc ça, c'est une fonction de la mode. La deuxième, elle est sociétale. J'ai besoin de me couvrir par pudeur, parce que ça fait partie des codes de la société dans laquelle je vis. Et la troisième, elle est plus personnelle. C'est le plaisir que j'ai à me démarquer, c'est le plaisir que j'ai à porter moi-même des belles choses, ou à voir sur les gens qui m'entourent des belles choses. Et évidemment, là-dessus, cette partie-là, elle pose énormément de questions aux acteurs de la tech, aux gens qui sont dans la Silicon Valley, qui essaient d'imaginer comment ubériser la mode, etc. Parce que cette partie-là, elle est extrêmement subtile, extrêmement compliquée à comprendre, et on ne peut pas vraiment traiter la mode comme on traiterait Uber, comme on traiterait le transport, parce que le transport, c'est essentiellement en fait ça. C'est essentiellement fonctionnel. Et donc, je suis prêt à changer radicalement de modèle tant que je suis transporté d'un point A à un point B, quoi. Alors que, est-ce que je suis prêt à changer un peu le rapport que j'ai à la mode, peut-être à avoir des choses moins belles, ou est-ce que je suis prêt à pas posséder des vêtements, c'est aussi une question, hein. Ça a l'air comme ça super cool, Rent the Runway, ou pardon, j'ai oublié. La bibliothèque. La bibliothèque. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont contents de posséder leurs vêtements, même s'ils dorment dans leur placard. Et ça, en fait, il faut en tenir compte. C'est ça l'ubérisation, en fait. C'est comprendre de façon extrêmement précise ce que veulent les gens, ce qui est important pour eux, et conserver ce qui est important, et transformer ce qui peut être amélioré. Mais si ça se trouve, on peut faire le constat que... Ouais. On peut faire le constat que on a encore envie de posséder les vêtements. Voilà. Alors, juste quelques exemples de quelques signaux qui me laissent penser que peut-être il pourrait y avoir une transformation de la façon dont on appréhende la mode. Si vous vous souvenez, il n'y a encore pas si longtemps, le téléphone, c'était un accessoire de mode. On avait tous des téléphones hyper différents et on était content de pouvoir se différencier grâce à son téléphone. Et puis est arrivé l'iPhone qui a remplacé en fait l'esthétique par un truc ultra fonctionnel. Et ça a marché. On a remplacé le plaisir esthétique que procurait le fait d'avoir un téléphone pas comme les autres par la praticité. Et aujourd'hui, quelle que soit la marque de votre téléphone, même si on n'a pas tous des iPhones, ils se ressemblent tous. Et pourquoi ils se ressemblent tous? C'est parce que, en fait, fonctionnellement, c'est ce qui fonctionne le mieux, d'avoir ce grand écran, le truc le plus fin possible pour se le mettre dans la poche. Et donc on a perdu l'esthétique au profit de la fonction. C'est aussi ce qui est en train de se passer dans la voiture. Il y a plein de gens, plein d'acteurs de la voiture qui disent demain, en fait, on possédera plus sa voiture, il y aura des flottes de véhicules qui seront à la disposition de tout le monde. Par exemple, à Paris, vous avez un système qui s'appelle Autolib, qui est l'équivalent du Vélib pour les voitures, et toutes les voitures sont les mêmes, et on s'en fiche. L'important, c'est de pouvoir utiliser facilement le service et de pouvoir se déplacer. Puis vous avez une entreprise qui s'appelle Tesla, qui produit des voitures électriques, qui a commencé par le haut de gamme, et qui est en train de redescendre petit à petit vers toutes les couches de la population, et en fait, qui pense être le Apple de la voiture. Donc, qui va inonder le marché avec des voitures qui sont toutes les mêmes. Et là encore, alors que la voiture exerçait une fonction sociale extrêmement importante, elle est en train de totalement la perdre. On pourrait parler de la nourriture aussi. Il y a dans la Silicon Valley plein de gens qui s'interrogent sur est-ce qu'on ne pourrait pas produire des aliments complètement différemment, hyper standardisés et en même temps hyper adaptés aux besoins nutritionnels de chacun, et ça prendrait la forme de boissons, de briques de boissons, etc. Donc on remplace encore une fois le plaisir de manger par la fonction, la nécessité de bien se nourrir. Et puis voilà, vous avez aussi dans la Silicon Valley des gens qui pensent que la mode est quelque chose de pas optimal. Et aussi bien Steve Jobs, donc le fondateur d'Apple que vous voyez en bas, que Mark Zuckerberg, ils disaient, à quoi ça sert de changer de vêtements tous les jours? C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent.
Moi, je préfère m'habiller pareil tous les jours, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus optimal, et ces gens-là, qu'on le veuille ou non, c'est eux qui ont le plus de poids sur l'évolution de nos usages. Et à partir du moment où quelqu'un comme Mark Zuckerberg dit « Moi, je considère que la mode, ça devrait être ça, on devrait tous être habillés confort et toujours pareil parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus optimal », on peut imaginer qu'il y a des gens dans la Silicon Valley avec énormément de pouvoir sur nos usages qui vont vouloir faire ça. Pour finir, 4 scénarios d'ubérisation de la mode. C'est des scénarios qui valent ce qu'ils valent et on pourra en discuter. Le premier, c'est ce que j'ai appelé Fashion as a Service. Donc l'idée de dire, ok, maintenant, grâce au traitement de données, grâce au fait qu'on a tous des téléphones dans notre poche, et grâce au progrès que fait Uber, par exemple, en logistique, on pourrait tout à fait imaginer un système où le soir, je choisis mes vêtements, le lendemain, on les livre, et on en profite aussi pour me prendre mes vêtements de la veille, et comme ça, tous les vêtements circulent indéfiniment entre eux, par exemple, tous les livres. Pourquoi pas? Ça peut tout à fait exister. Et évidemment, ça change complètement le fonctionnement de la mode. Deuxième exemple, la production à domicile. Vous savez que l'impression 3D se perfectionne de plus en plus, que de plus en plus on peut produire des objets extrêmement complexes, extrêmement perfectionnés, et de plus en plus vite, et que ça coûte de moins en moins cher. Donc on peut tout à fait imaginer que demain, plutôt que de produire des vêtements dans des grandes usines un peu éparpillées en France, on aura chacun sa propre usine de vêtements sur place, et on pourra produire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens demain qui feront de l'argent sur la mode, c'est qui? C'est éventuellement les gens qui fabriquent des imprimantes pour imprimer des vêtements, et les gens qui fabriquent des modèles, donc des fichiers numériques créatifs, qui sont ce qu'on met en entrée dans l'imprimante pour sortir le vêtement. Troisième exemple, le vêtement, nouveau device connecté. Vous savez qu'on parle de plus en plus de l'Internet des objets, et on parle de plus en plus de la façon dont on peut augmenter les humains par de la technologie pour leur rendre la vie plus facile. Et donc on peut tout à fait imaginer, même si on a du mal à voir quelle forme ça pourrait prendre, on pourrait peut-être se dire, demain, le vêtement devient une interface extrêmement importante de ma vie connectée, de la même façon que le téléphone est devenu. Et du coup, il se passe pour le vêtement la même chose que ce qui s'est passé pour le smartphone, c'est-à-dire que parce qu'il comprend à l'intérieur des fonctions particulières, ce sont ces fonctions qui dictent sa forme. Et donc finalement, pour accéder à un certain nombre de services, ou pour accéder à une vie plus pratique, on accepte de tous porter les mêmes vêtements qui sont uniquement fonctionnels. Et puis alors, dernière chose, la mode software, la mode complètement dématérialisée. On pourrait tout à fait se dire que demain, on porte tous des vêtements blancs, et que notre façon de la personnaliser, c'est de projeter des textures, des matières, des motifs sur les vêtements. Et donc encore une fois, transformation totale de la chaîne de la mode. Les gens qui deviennent les plus puissants dans cette chaîne sont ceux qui sont capables de produire des fichiers extrêmement créatifs qu'on va projeter sur les vêtements. Et puis, allons encore plus loin, on pourrait se dire, demain, il n'y a plus besoin de vêtements, on s'habille d'hologrammes, c'est encore une technologie qui, c'est une technologie qui est de plus en plus mature, on s'habille d'hologrammes, on garde l'aspect on garde l'aspect esthétique, l'aspect plaisir de la mode, mais on ne produit plus rien, on ne produit que des hologrammes. Alors il faudrait que ce soit couplé par exemple à un super système de radiateur pour qu'on n'ait pas froid. Merci. Simplement, je pense que les grands groupes de mode aujourd'hui, ils ont été effectivement habitués d'une certaine manière. Ils sont prêts et ils sont ouverts d'une certaine manière à changer. Après, ce qui revient rapidement, c'est la question du modèle économique, parce que dans la mode, il faut finalement prendre un risque de jeu, on va dire, sur des produits de stock, mais ça trésorerie. Et il y a cette facilité à opérer
vrai que tu vois des modèles, mais tu ne vois pas toujours la transformation que l'utilisateur rencontre en fait. Et voilà, il y a aussi un modèle financier derrière. Ouais. C'est vrai que les modèles de la nouvelle économie, ils ont des modèles économiques, des fonctionnements économiques extrêmement différents des modèles classiques, de ceux des modèles classiques. Reprenons l'exemple de Uber, hein, tout simplement. Uber, c'est une entreprise qui a perdu 1,5 milliard de dollars au premier semestre de 2016. C'est pas du tout une boîte rentable. Mais le pari que font tous les analystes qui s'intéressent de près à Uber, c'est qu'ils finiront par être rentables et par être ultra rentables. Et c'est une des caractéristiques de ces modèles de plateforme, c'est qu'ils ne deviennent rentables que quand ils ont réussi à conquérir le monde entier, quoi. Et donc c'est vrai que c'est une logique complètement différente. Mais on peut aussi raisonner à l'inverse et se dire, pensez à Kodak. Kodak, vous connaissez peut-être l'exemple de Kodak, c'était une boîte qui faisait des pellicules photos. Et ça leur apportait énormément d'argent, ça faisait beaucoup de marge. C'était essentiellement en fait une boîte de chimie. Ils développaient des produits, des pellicules plastiques pour développer des photos. Et puis il y a eu l'arrivée de l'appareil numérique. Et même le premier brevet pour l'appareil numérique, il a été créé chez Kodak. Et à l'époque, ils se sont dit, on ne va pas miser là-dessus parce que ça va détruire notre marché. Et le business de l'appareil numérique est beaucoup moins rentable que notre business à nous. Et à cause de cette peur-là, ils ont décidé de ne pas y aller. Le problème, c'est que d'autres l'ont fait. Et qu'à partir du moment où vous, encore une fois, vous répondez à la même fonction par un modèle différent et en mieux, c'est vous qui gagnez. Et donc, peu importe que votre modèle soit moins rentable que le modèle ancien, c'est vous qui prenez l'ensemble de l'usage et vous remplacez le modèle existant par votre modèle qui est moins rentable. Et après, on peut se dire aussi que au départ, ils avaient pensé que le modèle de la photo numérique était moins rentable que le modèle de la pellicule, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des acteurs, notamment Facebook, qui gagnent énormément d'argent sur le principe de l'échange de photos numériques. C'est juste qu'il faut, là encore, complètement changer de point de vue et réussir à se mettre à l'endroit où on va pouvoir monétiser ce truc-là. Mais c'est ça le problème, en fait, c'est que parfois, on a peur, justement pour préserver son modèle économique ou pour préserver ses marges, d'aller explorer quelque chose d'autre, mais si on ne le fait pas de toute façon, d'autres vont le faire. Et parfois, ils finissent par prouver que le modèle n'était pas rentable au début, mais qu'il l'est énormément 10 ans plus tard, quand on a atteint une masse critique d'utilisateurs. Une dernière question. Ouais. Vous avez dit là tout à l'heure, vous parliez des téléphones, vous dites on perd l'esthétique et on profite de la fonction, etc. Mais moi, je ne trouve pas du tout, parce que effectivement, tout le monde a le même téléphone, mais personne veut d'un téléphone moche. Donc, je veux dire, on a tous un téléphone, que ce soit Samsung ou iPhone, etc. Mais on a entre les mains un truc chouette qui maintenant a besoin d'être effectivement couplé à des fonctionnalités hyper performantes. Et Steve Jobs, même s'il était habillé en jean avec un col roulé, je pense que son motto c'était le design, le design, le design, le design. Ouais. Donc, alors, je pense qu'il faut oui. la réflexion qu'on avait, je veux dire, il ne faut pas gommer la dimension esthétique. Disons qu'il y a deux dimensions. Il y a, même Uber, ok, c'est un modèle super simple, les voitures sont quasiment toutes du même calibre, à l'intérieur ça semble. Ouais. Et imaginez une société, si on va encore plus loin, où on a tous la même bagnole, où tous les services sont ultra standardisés, où on est tous habillés pareil, c'est un peu triste. Oui, mais on a aussi aujourd'hui dans la customisation, l'ajout de certains trucs, etc. Je veux dire, effectivement, toutes les voitures Uber sont les mêmes. Bon, en même temps, c'est essentiellement une fonction. Voilà. Je veux dire, l'iPhone, le Samsung, on le personnalise, on a des coques, des trucs, et en même temps, les fonctionnalités aussi font que ça démultiplie les choses. Tout à fait. Il y a le plaisir de la variété et la personnalisation, il est en train de se déplacer du hardware au software. Et là, il y a plein de trucs à imaginer. Et dans la mode aussi, qu'est-ce que ça veut dire le software, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire l'équivalent
des applications qu'on trouve dans un smartphone et qui sont réellement la richesse du smartphone. On va remercier Maxime 1 million de fois. Bravo.